bien, mais le président voulait de vive voix souhaiter la bienvenue en 2 mots. Président. Je crois qu'il n'y a pas meilleur mot que je vous dis merci. Merci d'être là, merci de faire confiance à la Fondation de 125, merci de faire confiance à l'Afrique. Merci. Daïsaoui Khalid, que je demande d'ovationner. Il est là, M. Daïsaoui. Il est expert en management des organisations. Il est maître en administration des affaires, expert de la Banque mondiale, conférencier international. Le second conférencier, qui va aussi se prononcer sur le même thème comme je l'ai dit en prélude, il s'agit de M. Oussama Aïssaoui, que je demande d'ovationner. Il est là, monsieur, levez la main. Voilà. Il est donc consultant international, directeur général de plusieurs entreprises agro-industrielles, ingénieur industriel diplômé en gestion management stratégique. Il accompagne de façon stratégique des entreprises qui le sollicitent et il a fait montre de son savoir-faire à travers toute l'Afrique et voire au-delà des frontières africaines. Il est diplômé multiprocessus. Voici, mesdames et messieurs, la qualité des différents conférenciers qui auront donc à tenir l'oral pour ce matin vous entretenir et échanger avec vous. Je précise que après donc l'exposé des conférenciers, nous aurons 3 séries de questions. Nous allons échanger et à la fin, donc la Fondation de 125 vous offre un petit cocktail. Avant donc le grand oral de notre conférencier, nous avons, si vous les avez déjà vus, un groupe artistique qui va faire donc le show ce soir. Ils vont nous donner un petit message. Le groupe s'appelle les Messagers, ils nous viennent de l'Afrique du Sud, parce que nous on les appelle les Sud-Africains, même s'ils sont logés en Guinée-Conakry. Ils vont nous donner un message, d'abord à l'endroit du roi qui nous accueille, puisque nous sommes dans le royaume chérifien. Les Messagers, on vous attend pour un petit message. Je m'appelle Stella Sayon et je suis originaire du Burkina Faso. En général, les gens se posent toujours la question à savoir d'où est-ce qu'elle vient. Donc je dis toujours je suis africaine mais de nationalité burkinabé. Et je fais partie du groupe que l'on appelle les Messagers des Messages. C'est un groupe panafricain de divertissement éducatif dont le leader est là, M. Prince Malatsi de l'Afrique du Sud. Et nous avons Sista Adjoba du Ghana et de la Gambie. Et nous avons également en notre présence les danseurs qui nous ont accompagnés. Eux, ils sont de la Guinée. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un groupe panafricain, parce qu'on représente toute l'Afrique. Donc notre mission, c'est de propager le message de paix, d'unité africaine, de réconciliation à travers les arts, donc toute forme d'art. On chante, on danse, on fait de la décoration, on contribue au développement de la jeunesse africaine à travers notre art. Et tout cela, on le doit au leader de notre groupe, M. Prince Malatsi, qui est un ancien acrobate déjà, si je veux aller sur sa biographie. Et il a fait le tour du monde en tant qu'acrobate. Et même jusqu'à aujourd'hui, les Chinois, les experts en la matière, n'ont pas réussi à toucher son standard. La raison pour laquelle, après avoir pris sa retraite en tant qu'acrobate, il a décidé de venir en Afrique de l'Ouest, partager son expérience avec les jeunes. Ça fait 11 ans alors qu'il voyage de façon volontaire, de pays en pays. Et c'est d'ailleurs lors de son passage au Burkina Faso que moi je l'ai rencontré, que j'ai épousé ses idées et que j'ai décidé d'intégrer le groupe. Il a voyagé de pays en pays, il a côtoyé les jeunes et il a changé leur vie de façon positive. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont dans les plus grands cirques aux États-Unis, en Europe, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, et ils excellent dans leurs domaines respectifs. Et il leur doit ça à M. Prince. Donc, et d'ailleurs moi, parce qu'avant je faisais la musique commerciale, donc pour parler de mon cas, moi j'ai fait des études en management de projet, j'ai fait un master professionnel en sciences de gestion, je me suis spécialisée en management de projet, j'ai travaillé comme consultante en performance opérationnelle dans un cabinet français, mais j'aimais la musique en fait, et j'avais déjà un album à mon actif quand je l'ai rencontré, mais quand il m'a rencontré pour la première fois, quand il m'a entendu chanter, il m'a dit quel gâchis. J'ai dit mais de quoi est-ce qu'il parle? Il m'a dit je vais t'apprendre à chanter. J'ai dit mais attends, mais quand j'ai commencé à le côtoyer, à travailler avec lui, j'ai compris de quoi il parlait. Il m'a fait savoir que tu n'as pas une voix
qui servira jusqu'à faire des trucs commerciaux, juste faire danser les gens et tout, mais il faut que tu aies un message, parce que tu es une diva. Il faut que tu puisses contribuer au développement de ton continent. Il faut que tu sois un exemple pour la jeunesse africaine. Donc c'est là que j'ai commencé à changer mon style musical, à vraiment me concentrer sur les rythmes, les sonorités africaines, à afficher mon identité, à même retourner à la source, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à chanter même dans ma langue, dans la langue de mon pays, parce qu'avant je chantais beaucoup plus en anglais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens au Burkina Faso qui pensent que je suis sud-africaine. Voilà. Donc nous sommes contents d'être là aujourd'hui. Et il aura sans doute un petit message à passer. Mais avant, je vais faire un petit a cappella et puis on continue. C'est une chanson que je dédie à la paix dans le monde, à la paix en Afrique, parce que c'est très facile de détruire, mais c'est encore plus difficile de reconstruire. Il faut que l'on puisse tous être acteurs de la paix, malgré nos domaines respectifs. Tout le monde peut vraiment apporter sa contribution. Merci. From South Africa. Je m'appelle Prince Malatsi de l'Afrique du Sud. I'm so glad that today I'm here around in West Africa to be with the other African leaders and African communities. Et je suis heureux en tout cas d'être là aujourd'hui parmi des leaders africains de différentes communautés. My message is simple. I don't have much to say. My message is, my focus is basically based on African unity, African development and African pride. Il est vraiment focalisé sur l'unité africaine, sur le développement africain et sur la fierté africaine que nous devons tous afficher. My mission again is to stop violence, tribalism, war and xenophobia. Sa mission encore, c'est de mettre fin à la guerre, à la xénophobie, au tribalisme et à toutes sortes de violences. Because if you read about Africa, if I'm in America, I see war, I see all negative stuff about Africa, but I still say Africa has more to offer. Aujourd'hui, l'image que l'on affiche de l'Afrique, c'est négatif, c'est de la guerre, la violence, mais il faut qu'il puisse, lui, il veut juste afficher ce que l'Afrique a de positif. I think that my mission is exactly to continue the mission of Nelson Mandela. Et il pense que sa mission, c'est de continuer la mission que Nelson Mandela a entamée. Through the art. Mais cette fois-ci, pas à travers la politique, mais à travers l'art. As we understand that Miriam Makeba has played the best role to free South Africa through the art. Et on sait très bien que Miriam Makeba a joué un très grand rôle pour libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid à travers l'art. So we are continuing, but not as South African, as an African, Pan-African, as the first South African citizen who traveled and volunteered himself in the whole Africa to live and study the other people's culture. Et aujourd'hui, il est l'un des seuls Sud-Africains qui soit sorti de son pays en tant que volontaire depuis 11 ans pour apprendre aussi de la culture des autres pays africains. En général, les Sud-Africains, ils ne voyagent pas. In my mission, again, we will be going back to South Africa to synthesize and teach our people about what other countries in Africa contributed during the apartheid. Et on a justement l'intention aussi d'aller en Afrique du Sud et de sensibiliser les Sud-Africains sur ce que tous les autres pays africains ont fait. Comment est-ce qu'ils ont contribué pour pouvoir permettre à l'Afrique du Sud d'être libre aujourd'hui. Because our leaders have forgotten to teach the children about what other Africans, the role that they have played in this development of freedom in South Africa. Parce que les leaders sud-africains ont oublié d'enseigner à la jeunesse sud-africaine ce que les autres pays africains avoisinants ont fait pour contribuer à la libération de ce pays-là. I represent Nelson Mandela. Il représente Nelson Mandela. Je représente Thomas Sankara et Sister Juba du Ghana représente la voix de Kwame Nkrumah.
dancers. Et nous avons nos danseurs qui sont de la Guinée qui représentent la voix de Sékou Touré. So together we say, Africa, viva the vision of Africa, and Africa shall rise. Donc tout ensemble, vive l'Afrique, vive la vision de l'Afrique et vive une Afrique toujours allant de l'avant. And viva Africa shall lead the world. Et il faut que l'Afrique puisse dominer, diriger le monde, parce qu'elle a ce qu'il faut pour cela. Merci. So we're gonna just do one a cappella song that is basically based on the time of this song is dedicated to all the people that has fought and helped South Africa during apartheid, and we used to sing it for Mandela. It's called Shosholoza. Alors on va faire un petit a cappella avec les Shosholoza. C'est une chanson justement qui a été dédiée à Nelson Mandela. C'est une chanson pour dire merci à tous les pays africains qui ont contribué à libérer l'Afrique du Sud. Shosholoza, Shosholoza, Gule Zindaba, Simela, Simesata, Africa. South Africa, Shosholoza, Shosholoza. Amanda! Donc aujourd'hui, piloté par les indicateurs de PEF à l'époque. Ça dit GRAP, c'est un mot américain, ça n'existe pas dans le management français. GRAP, c'est lorsqu'on, par exemple, on diagnostique le secteur du tourisme, on est obligé de diagnostiquer l'artisanat et le transport aérien. On n'a pas réussi, parce qu'on n'était pas à maturité. Ça veut dire non seulement en maturité économique, des moyens, mais aussi en maturité des hommes. Parce qu'aujourd'hui, le grand défi, la compétitivité aujourd'hui ne se mesure pas par les moyens. On peut trouver les moyens. Hein, il y a des crédits par là, il y a la banque islamique, il y a des crédits au niveau des pays arabes, ils ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas quand même à trouver un marché où ils vont mettre leur argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un problème d'hommes. La compétitivité, c'est les hommes. C'est un petit peu la mise à niveau des hommes. Alors aujourd'hui, il y a 3 jours, on a fait sauter 9 ministres. C'est parce qu'on n'a pas arrivé à suivre la vitesse. Le monde part avec une grande vitesse. On a mis les stratégies, on a mis les moyens nécessaires, on a affecté les budgets, hein, comme le budget programme, donc on a affecté les budgets sur 3 années, hein, d'accord, donc ce qu'on appelle le directeur d'un holding ou un directeur, hein, d'accord, qui dirige des projets. Parce que selon le budget programme, aujourd'hui, le ministère est devenu un programme, un ensemble de programmes. Et un programme, c'est un ensemble de projets. Donc il retrouve sa déclinaison en fonction de la politique. Notre continent qu'on aime beaucoup. Hein, d'accord, vu le changement, la turbulence qui vient de la politique et de surtout du syndicat aussi qui joue un rôle. Bon, je m'excuse s'il y a. Moi, je suis un fils d'un syndicaliste. Hein, donc, donc, le syndicat aujourd'hui en Afrique, moi, ça fait 30 ans, 25 ans que je suis consultant en Afrique. Je sais qu'un petit peu aussi, je joue un petit peu un rôle, parfois, un rôle positif, mais parfois des rôles négatifs aussi, qui freinent un petit peu l'évolution des choses. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit. Aucune stratégie en Afrique ne peut fonctionner que s'il y a des hommes derrière qui sont durs. Hein, d'accord, la preuve, c'est que Sa Majesté, il y a 3 jours, là, il a licencié 9 ministres. Okay, pour vous dire aujourd'hui, celui qui n'arrive pas à suivre, il doit arrêter. On n'a plus le temps. Le monde, il est en vitesse. La compétitivité, aujourd'hui, c'est le mot maître. Le mot maître aujourd'hui, c'est la compétitivité. C'est fini, blablabla, bla, bla, bla. Il faut qu'on voit. Hein, l'Algérie, hier, lorsqu'il a parlé du modèle marocain, mais c'est de la rigolade quand même. Avec leur pétrole, leur gaz, ils n'arrivent même pas à avoir quelque chose de valable, des routes valables. Alors, ils parlent du modèle marocain. Aucun Africain aujourd'hui, ou bien aucun Marocain, ni les Algériens eux-mêmes, ils ont critiqué. Et les gens aujourd'hui, ils ont envie de voir. C'est fini, blabla, on va faire si vous. Non, non, tout ça c'est fini. 5 mois, 6 mois, c'est beaucoup. 6 mois dans la vie aujourd'hui politique, c'est beaucoup. Regardez, 100 jours pour convaincre. On trouve ça en Angleterre. On trouve ça aux États-Unis. Ça veut dire le président, il prend les rênes, il dit 100 jours pour convaincre. Ça veut dire 100 jours, je vais réaliser.
les 100 premiers jours. Et nous, non, il vient de démarrer, le pauvre, oh, il n'a que 2 ans. Ah, 2 ans, c'est beaucoup en stratégie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Très bien, donc on va voir le Maroc, qu'est-ce qu'il a réalisé. Alors, pourquoi les stratégies industrielles, insuffisance de la croissance de l'économie nationale, effet peu maîtrisé d'ouverture avec un risque de dérive important pour l'économie dû à la fragilité du tissu. Nécessité de redynamiser la mise à niveau, c'est les hommes. Nécessité de réinventer la place Maroc dans les échanges mondiaux, malgré la montée en puissance de l'Asie. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme aux États-Unis, le Maroc est conscient de ça. Malgré tout ça, on n'a pas, aujourd'hui, on n'a pas peur des Chinois. Le jour où la montée, les Européens ont enlevé le quota, moi je me rappelle très bien, j'ai assisté avec la MIT à l'époque dans le repositionnement du secteur textile. J'étais présent. Tout le monde avait peur des Chinois. À l'époque, M. Zouar, il dirigeait la MIT. On a trouvé que les Chinois, ce n'est pas des concurrents pour nous. Un, ils sont loin de l'Europe. 2, ils n'ont pas la même qualification que les Marocains en termes de textile, parce que les Marocains, il faut dire qu'aujourd'hui, la femme marocaine, comme l'homme marocain, en termes de design, comme en termes de qualification sur le textile, les Marocains, ils sont trop qualifiés. Ça veut dire, nous sommes spécialistes dans les produits à forte valeur ajoutée, et à l'époque, les Chinois, bon, c'est vrai qu'ils ont rattrapé un petit peu le retard, mais ils restent quand même chers sur les produits à forte valeur ajoutée. Les Marocains, par exemple, aujourd'hui, ils sont très très performants en termes de tout ce qui est forte valeur ajoutée. Par exemple, tout ce qui est maillot de bain, maillot pour la mer. Les Marocains sont imbattables là-dedans. Les Chinois, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de très valable. Très bien. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on a trouvé comment on attaque des petits coins. Et le Maroc, il a toujours attaqué des coins. C'est comme les stratégies de guerre. D'accord. Lorsqu'on est encerclé dans un marché qui est le nôtre, comme le marché français, marché espagnol, marché anglais, on trouve toujours des coins. On est doué sur ça. C'est comme le commandant qui est encerclé, et il trouve quand même un coin où il n'y a pas beaucoup d'ennemis pour faire sortir ses soldats avec moins de dégâts. Il va perdre 25%, c'est pas grave, mais s'il attaque comme ça, il va perdre les 100%. Ben, c'est ce qu'on appelle des stratégies commerciales par le biais des stratégies de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Maroc est un spécialiste dans l'attaque par les coins. Il faut attaquer par les coins parfois parce qu'on est très menacé par des concurrents très redoutables. Très redoutables, mais il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Il faut oser, comme il a dit madame, je l'applaudis, on veut que l'Afrique, c'est vrai que l'Afrique est le premier continent. Et aujourd'hui, pourquoi pas, pour nos enfants, dans 100 ans, dans 150 ans, il prend le flambeau de devenir le premier continent réellement. D'accord, pourquoi pas. Très bien, on avance. Vous savez, vous êtes tous, vous avez fait le master, le doctorat, d'accord, c'est le un peu plus soit, force, faiblesse. Macroéconomique sain et un chantier long terme économique et social. Et ce que vous avez remarqué, c'est que le Maroc il est en chantier. Depuis l'arrivée de Mohamed VI, on a lancé des grands chantiers. Que ce soit le TGV, que ce soit les trams, que ce soit les autoroutes. Presque nous sommes dans les grandes villes, nous avons que des autoroutes. On a fini avec les routes nationaux, mais ça existe aussi. Paresse ici. Il y a un petit peu de paresse. Hier, j'étais dans un volume vers le Sahara marocain et on a fait un truc avec les jeunes en difficulté et c'est sorti la paresse. J'ai beaucoup aimé, j'ai coincé sur la paresse. J'ai dit expliquez-moi cette paresse là. C'est vrai que la montagne, la vie paisible, c'est comme chez vous. Moi j'étais à Burkina Faso, j'étais au Niger. C'est comme chez vous, Burkina Faso. Tu descends de l'avion, c'est paisible. Il n'y a pas de pression, on marche tout doucement. D'accord. Il y a l'espace. Et ça joue, ça joue un petit peu. Très bien. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais passer directement vers les grands secteurs qu'on a touchés, que la stratégie émergence a fait. Les diagnostics ont été faits sur 12 filières, 70 branches pour qu'on comprenne les forces et les faiblesses. D'accord. Donc c'est un diagnostic, tous les DG maîtrisent les diagnostics. Donc je ne vais pas parler de ces chiffres-là. Bonjour. En fait, je vous remercie. Mon intervention va se limiter juste à un témoignage, comme on l'a dit. Après l'intervention magistrale de notre expert, M. Bissaoui,
pour justement essayer de vous relater l'importance des politiques sectorielles et des programmes d'appui qui doivent être réfléchis justement pour développer les équilibres macroéconomiques du pays. En ce qui me concerne actuellement, je suis consultant. J'accompagne un petit peu les entreprises marocaines dans le cadre de leur développement, d'assurer le meilleur plan d'action à travers les analyses stratégiques et d'essayer de capter, comme disait M. Dissaoui, toutes les opportunités possibles. Ça, c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, s'installant dans un marché globalisé qui est devenu comme un petit village, les moyens de communication et les leviers de digitalisation ont fait que les choses se soient accélérées vivement. Donc, comment dirais-je, dans ce contexte, moi-même, j'ai travaillé, je vais vous relater une histoire sur la success story que constitue une des plus grandes holdings au Maroc, qui est très spécialisée particulièrement dans l'agroalimentaire, mais qui touche visiblement dans le cadre stratégique à toucher d'autres secteurs. C'est une holding qui est classée, Diana Holding, classée 7e groupe marocain, qui était, comment dirais-je, considéré comme deuxième propriétaire terrien, puisqu'ils sont à la base de la gestion de 8300 hectares en propre. Et justement, un des fruits justement du plan Maroc vert, c'est d'éradiquer les freins au développement qui étaient liés au foncier et le morcellement de tout ce qui est agricole, justement de les réunir dans des grandes plantations et de laisser travailler les professionnels qui justement pourraient subvenir au développement, parce que le Maroc a une forte charge sociale à travers justement une grande partie de l'employabilité est assurée par l'agriculture. Je dirais même, statistiquement, ça va jusqu'à 60% des 2 tiers, ce qui est très important. Par-delà, il y a eu justement, parce que le plus important, c'est de pouvoir assurer dans le développement de la chaîne des valeurs, et surtout la valeur ajoutée, elle est dans le cadre de la diversification, et non pas uniquement de produire un produit et de le laisser en brut comme ça, de l'exporter et de revenir le chercher 3 à 4 fois plus cher. Donc l'idée justement qui a participé à cette success story, le groupe qui aujourd'hui fait plus de 300 millions d'euros, est en phase de passer avec une vision 5-5, ce qu'on appelle 5-5, c'est de passer à 5 milliards de dirhams, donc 500 millions d'euros, en 5 ans. Les domaines d'activité de ce secteur, au début, c'était que l'agriculture, parce que le fondateur, M. Zniber, qui est décédé l'année dernière, était justement un monsieur visionnaire, et que les principaux atouts, justement, étaient de faire confiance à ses collaborateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire confiance à ses collaborateurs, ça veut dire de compter sur eux, de leur donner les moyens et de les encourager. Parce que le pays a besoin de ressources. Et la principale ressource, en dehors qu'elle soit ressource minière, et qui est, in fine, on voit que la mère patrie, l'Afrique, est le continent le plus riche, et pourtant, il est recensé les populations les plus pauvres. Donc ça, c'est le plus important, c'est de donner de la valeur ajoutée, et à travers justement de capter la formation, de s'abreuver d'échanges et de savoir comment ont fait les Japonais après la Deuxième Guerre mondiale, d'envoyer des missions, d'échanger, et surtout d'essayer de prendre. Le plus important, c'est le savoir-faire. Donc de ne pas rester sur des choses, nous avions, comme en parlait mon ami Dissaoui, le phosphate. Nous, on était exportateurs de phosphate, il n'y a que le plus grand, et il y a un deuxième pays. Nous sommes arrivés justement à multiplier la valeur ajoutée par 10, voire plus, justement parce qu'on n'était plus exportateur de matières premières comme cela, mais qu'il y a eu cette valorisation et cette recherche de dynamiser la valeur ajoutée à travers la transformation et l'intégration de toute la chaîne des valeurs, à part des produits finis. Mais tout cela a nécessité beaucoup d'échanges, beaucoup de consulting, beaucoup de formation, et surtout une politique bien pensée, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas aller de l'avant si on ne structure pas notre réflexion pour notre développement. Ça, c'est très très important.
des targets, toujours des targets et des objectifs. Pour revenir donc à l'activité, pourquoi le groupe où j'étais, moi j'ai intégré, quand je suis rentré, parce que je me suis parti en France pour m'abreuver de savoir, j'étais faire des études en ingénierie, donc vitivinicole, donc le vin. C'est un produit agroalimentaire entre autres, et puis je me suis élargi sur d'autres champs d'action, notamment à travers, pour compléter le profil sur la gestion et le management stratégique, ainsi que l'ingénierie de consulting. Donc, avec le groupe, moi j'ai traversé 16 ans avec eux, puis j'ai quitté, et je suis revenu après. Et pendant cette période, j'ai eu affaire à des hommes merveilleux, et notamment au travers de la personne du fondateur, et qui, j'ai vu comment les choses se sont passées. Que le groupe qui était avec un chiffre d'affaires très faible, avec une vision installée, a commencé par l'agriculture, et a passé sur d'autres secteurs, notamment le groupe est dans l'agriculture, 8300 hectares, dans l'oléiculture, donc tout ce qui est olive, parce que l'huile d'olive aussi, qui est une promesse santé mondiale aujourd'hui, connaît un essor formidable. Et le jour où la Chine, parce que la Chine n'est pas consommateur d'huile d'olive, mais d'huile de table, de palme, etc. Le jour où la Chine commencera à consommer de l'huile d'olive, croyez-moi qu'il y aurait une pénurie et que le litre va passer à 10 € au lieu d'être aujourd'hui à 3 €. La vitiviniculture, puisque le vin, pour ne citer que ça, est une spécialité qui est réservée plus ou moins aux pays européens. On connaît les Bordeaux, on connaît la Bourgogne, on connaît l'Italie, on connaît les vins espagnols, etc. Et le Maroc, à travers la vision de ce grand monsieur, il s'est dit, je peux faire bien et mieux. Donc le savoir-faire, les ingénieries, l'outil industriel, parce qu'il y a eu une restructuration de ce secteur. Et bien avant l'installation de Maroc Vert, Sa Majesté Hassan II, conscient de cette a fait venir des investisseurs étrangers qui ont justement valorisé cette spéculation particulière qui était la vigne et la viticulture. Ce qui a fait que, en ayant des visions dans ce sens, il y a eu un outil industriel formidable qui s'est développé, qui est, comment dirais-je, parmi les meilleurs en matière de recherche et développement et d'appui technique. Nous allons donc procéder aux questions. Alors nous allons prendre d'abord 3 intervenants, je viendrai donc vers vous, vous dédiez votre identité et puis vous posez votre question. Je demande donc aux conférenciers de prendre note si vous voulez ou vous mémorisez, parce que la mémoire c'est pour les Marocains, vous l'avez dit, vous êtes très mathématiciens. Alors mesdames et messieurs, vous levez simplement la main, je viens vers vous et puis vous posez votre question. On est venu. Je me nomme Fulgence Elgarou Draogo, je suis de la SECNA. La SECNA, c'est un regroupement de 18 États, dont 17 africains et la France. Qu'est-ce que, dans le domaine économique, vous voyez comme entreprise pour ces grands blocs? Parce qu'on sent qu'il y a la mondialisation et seul, on n'y peut rien. Le Maroc, c'est un exemple. Comment le Maroc peut être une locomotive pour beaucoup de pays africains qui feront une chaîne ensemble. Merci. Moi, c'est John Gougoï, conseiller du président de la Fondation 225 et journaliste de profession. J'ai cru comprendre que dans la stratégie de conquête des entreprises marocaines, à moins que je ne m'abuse, elles sont très fortement soutenues par l'État. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qui fait la faiblesse de nos entreprises au niveau, dans les autres pays africains, où vraiment on laisse, les États laissent les entreprises livrées à leur sort? Merci. Troisième intervenant. Le silence règne. Nous allons nous en tenir 2. Monsieur le conférencier. Ah, il y a un troisième. Voilà. Bonjour. Monsieur Gakité, conseiller du directeur national des impôts de Guinée. Je voudrais savoir comment le Maroc a pu faire une croissance avec une fiscalité lourde. Merci. Avec qui? Comment le Maroc a pu faire des croissances avec une fiscalité lourde. Lourde. Merci. Face ensemble à cette mondialisation. Il y avait 2 écoles de pensée. Au démarrage de la mondialisation, il y avait une école aujourd'hui qui a vendu de ce qu'on appelle de la communication stérile.
la mondialisation va appauvrir l'Afrique. Bah, thème, les gens ils gagnent de l'argent. Voilà. Cette école, moi, vraiment, je l'insulte. Il y avait une deuxième école qui a dit, essayons de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut capter comme opportunité, nous les Africains, aujourd'hui, pour le continent, au niveau de cette mondialisation. Cette école, aujourd'hui, la présence de Sa Majesté Mme VI au niveau quand même aujourd'hui de l'Union africaine a montré que l'école de positivisme, elle est là. Ensemble on construit, ensemble on fait face aux menaces de la mondialisation. N'oubliez pas que la mondialisation a offert beaucoup de... Et ce que Trump, avec son parti politique, il a compris un petit peu en retard, c'est que la mondialisation, il nous a aidés, nous, les Africains, et les pays, les continents faibles économiques. Il y avait beaucoup d'opportunités. Il y avait énormément d'opportunités à capter, et on les a captées. Il y a des pays qui ont capté 100%, il y a d'autres qui ont capté que 20-30%. Les pays qui sont restés dans la communication stérile, que cette mondialisation va appauvrir, eh ben, il a capté, parce qu'ils sont restés dans le négatif. Ah, d'accord, il y a même des présidents qui sont restés en Afrique dans leur chaise grâce à cette communication stérile. Très bien, mais il y a d'autres présidents que j'applaudis fortement, qui sont aujourd'hui mobilisés avec, bien sûr, le Maroc en termes de leadership marocain, qu'ensemble on va construire, ensemble on va vers l'avant, et on est en train de construire. On est en train de construire. Il y a beaucoup d'argent arabe qui dort. Le marché marocain ne peut pas les absorber. C'est la demande. On ne peut pas aller plus que cette demande. Ben, votre garant, c'est le Maroc. Alors, essayez de trouver des projets. Alors, il y a de l'argent. Alors, il y a un manque de projets, mes chers amis. Réveillez-vous. Il y a des opportunités à capter avec les Arabes. Très bien. Merci. La deuxième question, moi j'ai envie de vous dire une chose. L'Afrique, vous avez un problème. Vous avez beaucoup d'administrations, beaucoup de sociétés d'État. Vous n'avez pas beaucoup de privés. C'est l'État qui détient tout. C'est ça votre problème. Moi j'ai toujours râlé devant mes participants en face de moi. Alors il faut construire des privés. Alors c'est lui qui crée de la valeur ajoutée. Là, l'État il n'a rien au Maroc. Il n'a rien du tout. Tout appartient au privé. Et quand j'ai des participants, ils me disent, qui construit ici? Mais parce que c'est l'État. Non, l'État il n'a rien. L'État il attend que le privé fonctionne pour que l'État ramasse les impôts, pour faire des budgets. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des grandes sociétés d'État semi-publiques, même pas d'État. Est-ce que c'est d'État ou non? Donc on est pour la privatisation, on a privatisé beaucoup. On a presque tout privatisé au Maroc. On n'a rien laissé là. Nous sommes un pays vraiment très moderne en termes de gestion du pays. On attend que le privé travaille pour que l'État se nourrit. D'accord? La fiscalité, ça rejoint. Puisque le privé, c'est lui qui travaille, donc l'État, il n'a rien. Donc il attend quand même, hein, d'accord, un petit peu quand même de fisc pour un petit peu remplir les caisses. Sinon, on ne peut pas construire les autoroutes, on ne peut pas construire les hôpitaux, on ne peut pas construire tout ça. Le Maroc est un pays moderne en gestion. Tout appartient aux Marocains, tout appartient au privé. L'État, il a privatisé presque tout. Il n'a rien laissé pour elle. Il y a des sociétés un petit peu stratégiques, mais il n'a rien laissé pour elle. Pour comprendre un petit. Et ça, c'est un problème chez vous. Et même pour rigoler un petit peu, j'ai toujours dit à mes participants, vous avez un problème, par exemple au Burkina Faso, j'ai beaucoup d'amis, je travaille beaucoup avec les Burkinabés, tout ça pour lui, tout ça pour lui. Ça veut dire, lui, il a tout ça. Mais quand est-ce que vous allez construire des riches qui vont tirer l'économie si vous restez dans cette culture, tout ça pour lui? Laissez, il faut voir les riches, il faut être heureux. S'il y a les riches, c'est eux qui vont tirer l'économie. S'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de privé. Il faut les riches. Hein, d'accord? Il faut bien avoir des riches. Merci beaucoup. Le conférencier, je crois que, compte tenu du temps, nous allons nous en tenir aux 3 questions et ils nous ont suffisamment édifiés. Nous avions des structures, des responsables de structures qui ont fait le déplacement dans le cadre des activités donc, de la Fondation 225 en ce qui concerne donc, la célébration de tous ces grands bâtisseurs d'Afrique. Nous allons appeler les structures présentes pour
en 2 minutes vous présenter et présenter votre structure. Nous allons demander à nos hôtels de se tenir disposés pour recevoir les cartes de visite des uns et des autres qu'on pourra distribuer aux autres collègues qui sont venus, puisque vous êtes tous des entrepreneurs, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, échanger après. Cela dit, nous allons appeler ici à cette tribune le directeur national des impôts de la Guinée. Le directeur national de la Guinée. Voilà, je vous donne mon micro. Merci. Je crois que avant de présenter ma direction des impôts de Guinée, je voudrais d'abord remercier les organisateurs et aussi toutes les délégations présentes dans cette salle, la presse, également des experts marocains qui ont bien voulu nous édifier de modèles marocains, de croissance, de développement, mais aussi permettre à chacun de pouvoir poser des questions, merci sur les différents points. Ce que je voudrais rapidement dire, c'est que la Guinée, comme ailleurs en Afrique, dispose d'une direction nationale des impôts, comparativement au Burkina Faso, au Côte d'Ivoire, au Maroc, où on entend des DGI. Nous avons bien sûr migré aussi vers cette direction générale, bientôt, certainement. Et au sein de cette direction nationale des impôts se trouvent rattachés au directeur national 2 services. Il y a un service de pilotage, mais également un service opérationnel. Le service de pilotage est composé de l'inspection interne, donc des audits internes, le service de contentieux et de l'argumentation, le service des enquêtes fiscales et recherche, mais également un pôle de conseillers et d'assistants qui chacun est orienté vers un service pour assister les responsables de ces services-là pour mieux opérationnaliser leur activité. Le Pomme Office du Maroc, s'il est là, Pomme Office, madame. Applaudissements pour madame, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai écouté avec attention les différentes interventions. Donc j'aimerais partager avec vous 2 choses rapidement, avec cœur. Moi j'accompagne les dirigeants des entreprises depuis 10 ans au niveau des projets de développement, projets stratégiques et le développement du leadership. Alors par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous m'entendez? Merci. Alors par rapport à ce qui a été dit, j'aimerais effectivement attirer l'attention sur une chose qui est très importante et que je vis auprès des différents dirigeants des grandes multinationales qui font quand même, je veux dire, la croissance et qui sont dans des chiffres d'affaires de 1 milliard d'euros, donc 10 milliards de dirhams, que j'accompagne. Il y a vraiment une problématique commune, c'est comment perdurer cette croissance. Et donc, tout à l'heure, les intervenants en ont parlé. Aujourd'hui, on est dans un environnement très complexe. Vraiment, et le Maroc, aujourd'hui, au niveau de l'État ou du privé, tout le monde a compris aujourd'hui, effectivement, que dans cet environnement complexe, il y a une mutation profonde, la compétitivité qui est là et aussi l'incertain, donc l'imprévu. Et donc, la question de tous les leaders, de tous les dirigeants, tous les cas que j'accompagne, et que, effectivement, je rencontrais même au niveau de mes expériences antérieures, c'est comment diriger dans cette complexité, comment perdurer la croissance. Et donc, évidemment, pour perdurer cette croissance, quels sont les leviers? Et j'ai, avec toute modestie, j'ai modélisé un peu mon expérience de 10 années d'accompagnement au niveau des transformations. J'aimerais partager avec vous, effectivement, ces leviers qui sont très simples pour développer la croissance et développer, effectivement, un modèle d'excellence, quel que soit le secteur d'activité. Donc, le premier, vraiment, c'est la vision. Donc, monsieur a parlé, effectivement, de la vision. C'est très, très important. Et vraiment, tout à l'heure, lorsque j'ai vu les artistes et qui ont parlé de l'Afrique leader,
Pour moi, la vision, c'est le rêve idéal, c'est le rêve futur, c'est-à-dire raisonner dans 10 ans, qu'est-ce qu'on souhaite être. Et c'est à travers le rêve, évidemment, qu'on peut réellement développer la croissance. Donc c'est piloté par la vision, c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, lorsque j'interviens même au niveau des multinationales, il y a tout. Je veux dire, au niveau des multinationales, ils sont déjà accompagnés au niveau de leur corporate. Il y a les outils, mais toute cette approche managériale par la qualité, par les outils, par les process, ne suffit plus. Aujourd'hui, évidemment, c'est réellement raisonner vision, piloté par la vision. Donc, piloté par la vision veut dire quoi? Vous l'avez très bien dit, c'est piloté pas par l'objectif. L'objectif, effectivement, aujourd'hui, c'est prématuré. C'est raisonner, effectivement, à long terme. Aujourd'hui, toutes les entreprises que j'accompagne, c'est vraiment les accompagner pour qu'elles construisent une vision sur 2023, au niveau du Maroc, 2025. Vous imaginez, c'est dans les 10 années, même si on est dans un environnement incertain. Donc il faut vraiment développer le cap. Vous avez vu tout à l'heure, par rapport à la première intervention, par rapport au Maroc, évidemment le Maroc c'est un pays émergent, en cours de développement, parce qu'il a compris effectivement qu'il faut raisonner stratégie, d'accord? Stratégie au niveau de tous les secteurs. Donc ça c'est le premier levier. Le deuxième levier que j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est réellement raisonner effectivement compétitivité. Donc c'est comment arriver à accroître la valeur client, comment dans un environnement compétitif, arriver à développer effectivement le chiffre d'affaires et la croissance. Donc c'est une croissance économique. Et ça, c'est vraiment l'enjeu majeur de toutes les entreprises. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour fidéliser le client, quel est notre avantage compétitif. Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est ce qu'on appelle effectivement comment gérer l'incertain. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, on ne peut plus effectivement gérer une entreprise comme une entreprise fermée. Donc c'est intégrer l'incertain et développer des organisations agiles dans le sens effectivement, il y a deux logiques, il faut articuler deux logiques, la logique de stabilité, mettre en place les process, les outils, la structure, ça c'est une chose, et en même temps mettre en place effectivement la logique d'invention, la logique effectivement d'innovation. Donc c'est ça la complexité aujourd'hui de tous les dirigeants, vraiment des dirigeants, c'est comment nous accompagner pour articuler effectivement cette logique. En même temps on est dans la stabilité, en même temps effectivement on est dans définir le cadre, mais dans ce cadre-là il est dans un nuage. Donc et comment effectivement aussi arriver à innover, à anticiper les besoins du client. Et le troisième levier qui est majeur, le quatrième levier, c'est les ressources humaines. Tout le monde a pris conscience aujourd'hui que réellement la différence en termes stratégiques, en termes d'avantages compétitifs, c'est réellement faire en sorte que le capital humain soit un avantage compétitif. Et ce ne sont pas des paroles. Moi je le vis dans mes tripes, je le vis avec les patrons. C'est nous avons tout, mais on n'arrive pas à l'excellence. Comment nous accompagner? Et je vous assure que c'est réellement, j'y crois énormément. Et je remercie surtout la dame, tout à l'heure les artistes, parce que la notion de ressources humaines, elle est évidemment, vous avez parlé de la formation, je vous donne raison. Mais ce n'est pas uniquement la formation, c'est réellement lorsqu'on est dans la vision, on est dans le cap, c'est quelles sont les compétences cohérentes et pertinentes qui sont à la hauteur de cette vision. Donc il ne faut pas raisonner formation pour formation, chose que encore aujourd'hui plusieurs entreprises sont dans cette, je dirais, dans cette optique, c'est réellement dire on peut aller là-bas dans 10 ans, d'accord? Donc quelles sont les compétences pertinentes, quelles sont les compétences cohérentes qui vont nous permettre d'aller là-bas? Et si je peux me permettre effectivement de partager avec vous un peu les macro-compétences que je mets en place, que j'ai modélisé à travers les différentes expériences, c'est réellement l'intelligence collective. L'intelligence collective, tout à l'heure, monsieur a parlé effectivement comment le Maroc peut nous accompagner au niveau de l'aérospatial, c'est ça, du secteur. Il y a plusieurs sociétés et j'ai dit waouh, parce que même les entreprises aujourd'hui comprennent qu'effectivement, dans cette complexité, dans un environnement incertain, si on ne se met pas en réseau, si on ne développe pas effectivement l'intelligence collective, aussi bien au niveau du business, au niveau effectivement de la coopération, on ne peut pas aller loin. C'est que le tout, il est supérieur effectivement au parti, il est supérieur à l'individu, et c'est le seul moyen, je peux vous assurer que c'est le seul moyen pour gagner, parce qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit, le monde change. Tout à l'heure j'ai effectivement noté très bien la première intervention de monsieur, on est dans un monde qui est très rapide, même si on est stratège, même si on met en place effectivement les visions clients, tout bouge. Et vous avez un client en termes de comportement, lui aussi, il veut être dans la modernité, il veut être dans la tradition, donc c'est comment faire bouger tout ça. Et donc moi je crois énormément, en tous les cas j'ai créé mon cabinet, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans les grands groupes en tant que dirigeant, secrétaire général de Total, directeur des opérations chez Sanofi, etc. Et je suis encore aujourd'hui, avec effectivement 10 années d'expérience dans les projets de transformation, convaincue que c'est l'humain qui fera la différence. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme l'environnement change, bouge,
le seul moyen effectivement pour qu'une entreprise soit compétitive et dure, je ne vais même pas utiliser le terme compétitif, soit pérenne, c'est réellement développer les compétences qui fait qu'on a la réactivité stratégique pour changer les choses autour. Du groupe Velegda du Burkina Faso, donc on se prépare. Madame. Bonjour, je suis Nina Yamwego, administratrice générale de la Soga SA et des boulangeries Fatims. Donc, au niveau de la Soga, nous faisons de la restauration collective. Donc, dans mon pays, nous intervenons dans les hôpitaux et aussi dans la restauration universitaire. Nous faisons également le traiteur et la distribution des repas. Donc, au niveau des boulangeries, nous avons juste 2 unités pour le moment qui se trouvent tous dans la ville de Ouagadougou. J'ai écouté aussi tout à l'heure les différentes interventions. J'ai trouvé ça vraiment très riche. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la partie du capital humain. Parce que je reconnais qu'aujourd'hui, on a beau avoir les moyens et tout. Si on n'a pas le capital humain, ce n'est pas la peine. Et c'est vrai qu'on a parlé de formation, mais je pense aussi qu'un chef aussi doit être un peu comme une mère de famille. Bon, moi je parle parce que je suis une femme. Donc c'est apporter aussi beaucoup de considération à ces agents. Moi personnellement, je ne les traite pas comme des employés, mais je les prends comme une famille. Une mère et puis ses enfants, si ça ne va pas on tape, si ça ne va pas on encourage beaucoup plus. Et voilà, c'est tout. Merci. Donc nous attendons le directeur donc, du groupe Velegda, c'est ça? La directrice de Velegda. Moi? Ok. Elle nous vient du Burkina Faso. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour. Et moi, je m'appelle Madame Adia Maminata Velegda. Donc, c'est la directrice du groupe Velegda. Le groupe Velegda, c'est moi qui ai créateur du groupe Velegda. Et comment Madame Velegda était des familles qui votaient malheureusement, on n'a pas eu de chance pour aller à l'école. Donc, tu peux me comprendre mon français. Donc, c'est français, si je veux manger sur le marché, donc on n'a pas habitué de français. Donc, le groupe Velegda aujourd'hui, on a commencé à mon propre argent, c'était 300 francs que je commençais à mon business. 300 francs, on a commencé des galettes. Donc, bon, si tu pars par là, tu pars par là, tu pars par là. Donc, aujourd'hui, groupe Velegda, on a partout. Bon, on peut dire partout, c'est tout à mon pays, des villages, des commerces. Et je suis des cultivateurs aussi comme mon papa. J'ai aménagé 184 hectares aménagés. Il y a beaucoup de monde qui travaillait de ça. Et le groupe Velegda qui présentait les chaises qui sont à Ouagadougou. Il a Bobo, il a bon. C'est ça que j'ai dit que c'est tous les collectes de céréales. Je fais export-import. J'ai travaillé des céréales et des produits de prix. Les prix, c'est notamment qualité chez Jam et noix de cajou. Donc, même des grains d'arachide, c'est ça qu'on fait des exportations. Beaucoup, c'est les sésames et les qualités. Donc, on travaillait, bon, aujourd'hui, c'est pas bon, au moins de 1000 personnes qui travaillaient avec le groupe Velegda. Donc, c'est ça qu'on va écouter les présentations des Marocains qui sont présentés. En tout cas, on a pris beaucoup de choses ajoutées à mon idée. Donc, c'est eux qui manquent les 124. Normalement, chaque pays, vous invitez des politiciens. Aujourd'hui, quelle vision qu'on a entendue, je voulais que notre politicien là serait ici. Voilà. Le pays ne peut pas développer sans valeur ajoutée. S'il n'a pas d'industriel, le pays ne peut pas développer. L'industriel aujourd'hui chez nous, c'est vraiment un peu compliqué. Hein? Comme mon fils qui sont présentés au niveau des impôts, bon, je pense qu'on verra ensemble pour savoir. Nous allons recevoir le directeur général de la SECNA,
ASECNA Burkina Faso. On va laisser le directeur venir pour sa présentation. Laura, monsieur le directeur. Oui, bonjour à tous. Bonjour à l'Afrique. Et bonjour à la Fondation, les représentants qui ont permis à nous tous de se retrouver aujourd'hui autour de ce forum. L'ASECNA que je représente aujourd'hui, comme je le disais, regroupe 18 États africains, notamment le Burkina Faso que je représente. Dans chaque représentation, il y a un délégué, un représentant, et il y a un directeur général qui est basé à Dakar. Et donc, l'ASECNA, c'est ces 18 États. C'est multiples fois la superficie de la France que nous gérons en termes de sécurité de la navigation aérienne. C'est-à-dire que nous sommes, notre quotidien, c'est de gérer les avions de manière sûre et ordonnée et qu'il y ait moins d'accidents. Parce que si nous disons qu'on devrait avoir 0 accident, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a le facteur technique, il y a les ressources humaines dont on a parlé et tout de suite. L'ASECNA, c'est les ressources humaines, comme je disais, c'est 6000 têtes pensantes dans toutes les activités, la maintenance, la météo, la navigation aérienne et toute l'administration, et qui fait la promotion de l'aviation civile en Afrique. L'ASECNA, c'est 60 ans d'autonomie, de sécurité dans la navigation aérienne dans nos espaces. L'ASECNA, c'est 3 grandes écoles. Nous avons à Dakar l'école régionale de la navigation aérienne et du management. Et vous pouvez avoir aussi à Douala, au Cameroun, une école qui est spécialisée dans la promotion de la sécurité dans nos espaces. Sur chaque terrain, il y a des hommes qui sont là pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et on touche du bois s'il y a des accidents, comme mineurs, les méfaits. Et donc c'est les pompiers. Et nous formons à Douala tous les pompiers de la sous-région, et notamment pour nos pays membres. L'ASECNA, c'est l'EAMAC, l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile, en Afrique et à Madagascar. Et vous avez toute la gamme de formations, du petit ouvrier jusqu'aux ingénieurs de toute nature, météo, navigation aérienne, la maintenance et des métiers de pointe. L'ASECNA, on a un avion de calibration, c'est-à-dire que les aéroports sont là parce qu'il y a des moyens qui sont au sol, il y a du personnel qui les gère. Et les avions sont là pour certifier l'authenticité de l'information que les pilotes et les avions ont du sol. C'est-à-dire que nous avons des équipements qui rayonnent sur au moins 400 à 600 km dans chaque pays. Par exemple, à Ouaga, il y en a, au Mali, il y en a, à Côte d'Ivoire. Et c'est ces équipements qui permettent à l'avion de voler sûrement et aveuglement pour aller de manière sûre d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et donc il y a un avion qui tous les 6 mois passe et vérifie les signaux que donnent ces équipements. Et ça, c'est à travers tous nos espaces et aussi les espaces voisins et européens. L'ASECNA, c'est 3 délégations dans nos États. En France, il y a une délégation parce qu'on a hérité de la colonisation. Dans le temps, disons, la représentation, la délégation était à Paris. Et on n'avait que des cadres européens. Et de plus en plus, depuis de nombreuses années, on a procédé à l'africanisation. Et vous avez de moins en moins des Français. Mais comme la France aussi est là parce qu'elle est un pays fondateur de l'outil d'intégration. L'ASECNA, donc, c'est la délégation en France. C'est une délégation à Montréal parce que l'OACI, c'est elle qui réglemente
toute la base pensante des règles qui gèrent l'administration, la technique en matière aérienne dans tous les États. Et donc il faut que la SECNA y soit pour que la réglementation suive. Et la troisième délégation, c'est une délégation qui est à partir de ce 1er janvier 2017 à l'UA, Addis Abeba, pour promouvoir l'intégration africaine dans toute la sous-région. Parce qu'on a observé que depuis plus de 10 ans, nous sommes dans les 18 et on ne bouge pas. Comment promouvoir cette intégration et faire les grands blocs comme le recommande l'OACI. Et cette délégation nouvellement installée à l'UA est chargée de faire la promotion de l'intégration africaine pour qu'on soit, pourquoi pas, une cinquantaine dans les années à venir. La SECNA, c'est une certification ISO 9001 version 2015. On parle des ressources humaines, on parle des indicateurs de performance, et ça c'est une nouvelle vision dans l'économie mondiale, dans la manière de manager, et ça c'est dans cette certification, on a toutes les références pour aller de l'avant. Faire le diagnostic, savoir pourquoi on est ainsi et comment progresser. Et c'est à travers cette certification que nous sommes sûrs d'aboutir certainement à de résultats probants. La SECNA, c'est la promotion de la gouvernance internationale, économique et financière. Et donc, comme il le disait notre conférencier, ben, il faut la femme qu'il faut ou l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous n'avez pas votre place, ben, vous êtes remercié. Il y a des têtes pensantes plus que vous. Donc c'est la gouvernance économique et financière. Donc je disais, la SECNA c'est promouvoir l'intégration africaine des grands blocs. La SECNA c'est la promotion de l'expertise, des compétences, notamment à travers la promotion du genre. Parce qu'on observe les femmes, elles ont de la compétence, mais la visibilité n'y est pas, si bien que dans nos métiers, elles sont en marche. Donc c'est cette promotion pour que l'expertise, et surtout du côté féminin, soit les meilleures. Alors, la SECNA, c'est ce que je disais, optimiser les ressources financières à travers des projets et des plans innovants. Je pense que je vais m'arrêter là. On aura le temps de développer. Merci beaucoup. La dynamique du groupe. Chaque fois que le Mali joue, c'est toute la population du Mali qui est concertée. Tout le monde intervient pour encourager l'équipe. Je vous dis, même les imams, ils font des bénédictions. C'est que les moyens financiers ne peuvent pas résoudre. Nous cherchons à combler les trous par des bénédictions. Un imam nous a dit, vous avez le football, vous avez le sport, est-ce que vous savez ce que ça sert au Mali? J'ai répondu, j'ai dit, je pense que je sais. Il dit non. Il dit quand le Mali joue, en tant qu'imam, il tourne le dos, il ne voit pas les musulmans. Parce que les gens sont en train de regarder le match à la télé. Donc, ne vous amusez pas avec le sport. Le sport, facteur de cohésion. Le sport, facteur de paix. Je vous remercie. C'est à vous. Kanazoé. Nous allons recevoir toujours du Burkina Faso le directeur de Cotradis. Cotradis. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est le directeur de Cotradis. Bonjour, monsieur et mesdames. Je suis là, je suis Wedra Boudiv, directeur du développement et des investissements de Cotradis Burkina Faso. Donc déjà pour commencer, nous, Cotradis, nous remercions les organisateurs de cet événement qui pour nous est une vitrine pour nous montrer, mais aussi un cadre pour rencontrer d'autres qui sont dans l'économie de diverses régions.
Merci pour l'exposé qu'on a suivi ce matin. Et effectivement, le Maroc, pour nous, est un modèle. Quand je dis pour nous, en Afrique de l'Ouest, essentiellement, c'est un modèle de réussite. Et nous savons qu'il y a des rapprochements politiques qui sont en cours. Et nous espérons vraiment que, au-delà de la politique, l'économie aussi, les rapprochements politiques, économiques vont suivre. Ce qui est très important pour le développement de l'Afrique. J'emboîte le pas de Mme Velekda et du DG de Simfaso, plutôt, et qui, effectivement, ont mis l'accent sur l'importance des politiques d'accompagnement du secteur économique. Pardon. C'est très important pour nous, pourquoi? Parce que c'est vrai que le privé doit être moteur de l'économie, mais derrière le privé, il y a de très grosses décisions politiques qui doivent permettre ces prises d'initiative. Donc, comme Madame le dit, effectivement, le capital humain est essentiel. À la date d'aujourd'hui, on va dire que c'est le moteur même du développement. Donc, Cotradis, en fait, c'est une société qui a été créée en 2011, mais qui a commencé réellement son activité en 2013. Donc, on va dire qu'on est relativement jeune. L'objet social, c'est le transport et la manutention de marchandises. Donc, comme activité principale, nous avons le transport des minerais, le transport des hydrocarbures et aussi le transport des intrants, notamment pour certains groupes et des cimentiers. Nous évoluons essentiellement sur le corridor Abidjan, Lomé, Cotonou et Takoradi. Donc, en fait, nous avons comme principaux clients les mines du Burkina et depuis 2 ans, les cimentiers. Cotradis, comme je le dis, nous évoluons dans le transport de marchandises et nous avons débuté en 2013 avec comme effectif une 60aine de personnes et à la date d'aujourd'hui, en 2017, nous sommes plus de 300. C'est vrai que nous sommes loin de Simfaso qui est un groupe, nous sommes encore jeunes, mais ceci pour vous montrer l'évolution de la société. Nous sommes passés d'une flotte initiale de 40 camions à aujourd'hui à 140 avec des perspectives de 300 avec les approches que nous avons pour 2018. Cotradis aussi, nous apportons une solution logistique qui n'existait pas dans nos pays enclavés. Ceux qui sont du Burkina, du Mali et du Niger connaissent la problématique de l'importation et de l'exportation. Donc pour nous, nous avons apporté une solution qui est autre que les solutions traditionnelles que nous connaissons au Burkina, enfin dans ces pays enclavés, avec une société dynamique et surtout organisée avec laquelle sur laquelle nos clients peuvent s'appuyer sur des contrats à long terme. Donc, en termes de développement, nous apportons cette sécurité au niveau de ces contrats. Nous faisons tout pour diminuer les coûts des transports, donc les coûts des intrants et des exportations, donc un tant soit peu le coût des produits commercialisés. Au niveau de l'évolution de Cotradis, en 2016, nous avons créé 2 filiales. Une filiale en Côte d'Ivoire et une filiale au Mali où Cotradis a été reconnu à travers son activité sur le corridor ivoirien. À la date d'aujourd'hui également, nous avons comme principal client la société Ciment d'Afrique, CIMAF, qui est marocaine, avec qui on a de très bonnes relations et qui nous permettent aussi de nous développer à travers l'Afrique, là où ils sont présents. Ils nous envoient aussi leurs fournisseurs en termes de transport parce que nous sommes considérés comme eux comme une entreprise innovatrice. Donc nous formons également les clients, les fournisseurs de CIMAF à travers certains pays d'Afrique. Donc voilà, je ne vais pas être long. Nous remercions vraiment une fois de plus la Fondation 225 pour cette initiative. Nous sommes tout jeunes, nous avons besoin d'apprendre et c'est à travers ce genre d'événements que nous apprenons. Merci monsieur. Il est dans le domaine des BTP, M. Smith, qui nous vient de la France. Et puis en quelques mots. Vous avez... Je suis
franco-suisse et un grand port d'attache qui est le Burkina Faso, puisque j'ai eu la chance de participer pendant une bonne dizaine d'années au Tour du Faso pour les équipes de Suisse, les équipes du Léman, l'équipe de France, auquel moi-même je suis, ça va faire plaisir au chef du cabinet des sports, moi-même un ancien sportif, puisque j'ai été champion du monde en 1971, et la cerise sur le gâteau, en toute modestie et toute humilité, que Dieu me protège, j'ai été olympien en 1972 à Munich. Voilà. Donc on a parlé stratégie, on a parlé développement, on a parlé performance. Moi-même ce matin à 6 h, j'étais à Bouskoura en train de faire un état des lieux sur un immeuble qui est en train de malheureusement de tomber en ruine. Et tout à l'heure je prends un taxi-avion pour aller à Agadir. Malheureusement, il y a un gros problème au Maroc et puis en Afrique subsaharienne, c'est la classe professionnelle intermédiaire. Je m'explique, il y a les maçons, il y a les ouvriers, sans aucun problème. Et après, on passe à l'étage au-dessus, il n'y a pas d'abonné au numéro demandé. C'est-à-dire au niveau de la maîtrise, former des chefs d'équipe, former des contremaîtres. Et après, alors, il y a école d'architecture, ingénieur en BA, béton armé, pardon. Tous ces grandes universités, malheureusement, souvent, ne sont jamais sur le terrain. Alors ma formation, c'est l'école supérieure, j'ai été major de promo en 1975, de l'école supérieure de bâtiment BTP à Paris. Je suis chancelier des Compagnons du Devoir et je suis agréé au NU. Pour le Maroc, je suis le seul. Pour la France, nous sommes que 5. Et je suis également agréé au CERN, le Centre d'études nationales de recherche scientifique à Genève. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais en y mettant un peu du sien, de la main gauche, bon, ben, j'ai le côté du bâtiment, auquel il a fait ses preuves, puisque en 3 ans, au Burkina Faso, j'ai créé les Gazelles du Faso qui sont montées sur le podium pour le continent africain. Donc le mode d'emploi bâtiment, je le connais de A à Z. Le mode d'emploi du sport, je le connais de A à Z, puisque je fais partie du comité olympique et de l'Union cycliste internationale. Qu'il plus est, j'attire particulièrement l'attention sur les amis qui sont venus ce matin, c'est sur la formation. Donc je suis formateur pour justement cette catégorie de personnel, ce qu'on appelle l'entre-deux, et également sur votre aimable attention. Remercier la Fondation 225 qui est sortie de ce forum et donc de tout ce qui va suivre comme activité. Pour ce soir, je voudrais vous dire que on aura donc la soirée, le dîner gala, la soirée des distinctions des bâtisseurs de l'Afrique au sein même de cet hôtel. Et je voudrais donc inviter tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, approcher la Fondation pour pouvoir assister à cette cérémonie, prenez une tâche avec la Fondation. Remercier tous les lauréats qui sont présents, venus donc des différents pays jusqu'au Maroc. Nous voulons aussi dire merci aux conférenciers qui nous ont édifiés de leur savoir-faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on repart ici très enrichi. Aux différents partenaires qui accompagnent la Fondation 225, on voulait vous témoigner toute notre gratitude anticipée, car ce soir encore on aura à vous remercier. Il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Quant aux autres, nous prenons rendez-vous tout à l'heure. Je voudrais remercier la présidente de RIFEL, le réseau des femmes leaders, la présidente Sylvie Obitier, pour son soutien. Je voudrais dire un petit mot quand même. Nous sommes en train de conclure en 2 minutes quand même. Tu vas faire quelque chose. Monsieur, excusez-nous, elle va dire un tout petit mot. Allons-y Sylvie.
Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis Sylvie Obité, journaliste de profession et on va dire aussi artiste. Alors tout ce que je porte sur moi, je l'ai fait en laine, je les fabrique. J'ai quelques échantillons ici, je vais demander aux hôtesses de... Les hôtesses, s'il vous plaît. Voilà, de nous montrer ça. Et ça, tout ça, je l'ai fait à la main. Je l'ai fait à la main au crochet. Voilà. C'est pour ça que je suis très contente aussi de voir les artistes. J'ai aimé leur façon d'être habillés. Et je suis là surtout pour parler rapidement du RIFEL, comme l'a dit le maître de cérémonie. Le RIFEL, c'est le réseau international des femmes leaders. Donc, que j'ai l'honneur de présider, de diriger depuis, on va dire, depuis 2014. Donc, ça fait pratiquement 3 ans. Mais l'idée est née depuis 2007. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est de... vous entendez bien, un réseau international des femmes leaders. L'idée, c'est de susciter une nouvelle génération de jeunes femmes battantes. Et c'est à juste titre que vraiment j'ai aimé le témoignage de notre maman, qui pour nous est un modèle. Donc l'idée du RIFEL, c'est de pouvoir réunir au sein de ce mouvement des jeunes femmes battantes, des femmes de moins de 40 ans ou même des mamans qui nous ont précédés dans ce combat. Moi, je veux bien voir les femmes africaines se démarquer de par leur travail, de par leur potentiel. Vous savez, quand Dieu veut bénir, il ne donne pas d'abord de l'argent. Il donne un talent, il donne un potentiel, il donne un don. Et ce don qui est travaillé, développé, qui te fait avoir des millions, des milliards. Et en chaque femme africaine, il y a des millions en nous, il y a des milliards de dollars. Sylvie. Je termine. Je termine. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai mal, personnellement, en tant qu'africaine, lorsque je vois nos jeunes sœurs africaines, bien entendu, qui cherchent un gros taux, qui cherchent un boss qui va les aider. Non! Tu as en toi, tu as un potentiel, tu as des millions. Les Saintes Écritures disent que la femme est une aide pour l'homme. Donc quand toi tu développes ton potentiel, que tu viens aider un homme, et ce n'est pas le contraire en fait. Donc bref, c'est vraiment, voilà. Donc nous sommes dans l'humanitaire, nous sommes dans les productions audiovisuelles, et nous sommes dans l'événementiel. Et c'est vraiment pour ça que je voulais remercier et féliciter le président de la Fondation 225. Nous sommes nos grands frères qui nous ont démontré, parce que très bientôt, préparez-vous, il y a la cérémonie de distinction du RIFEL. Des femmes africaines venues de partout vont recevoir le prix international de la femme leader. Et nous aurons besoin de vous, et je voudrais vous remercier votre présence. Nous avons besoin de partenaires, soit dit en passant. On a besoin de vous, nous sommes encore jeunes. Voilà, nous sommes encore très jeunes, on a besoin de votre soutien. Pas de soucis. Merci beaucoup. Voilà. Pas de soucis, Sylvie, on passe au point. Voilà, donc merci mesdames et messieurs, c'est terminé. Merci à toutes et à tous. Et un cocktail est servi à la sortie. Nous avions été heureux d'être avec vous, quant à moi.